Au cœur du pouvoir belge, la mafia de la cocaïne vient de frapper un grand coup. L'autorité censée la combattre, le ministre de la Justice, Vincent van Quickenborne, se cache pour lui échapper. On vous voit ici à l'écran, comme si vous étiez dans votre cabinet, mais c'est un trucage de la technique. Vous êtes actuellement dans votre cachette, de votre bunker. Vous pouvez me décrire les lieux? Écoutez, madame, donc sur ces détails-là, je ne peux pas entrer dans les détails de sécurité. Vous le comprendrez, je pense. C'est une situation qu'on imaginait seulement possible en Colombie ou au Mexique. Traqué par des narcotrafiquants, le ministre de la Justice vit caché depuis plusieurs jours. Sa vie et celle de sa famille ont basculé après un appel du procureur fédéral belge. J'ai eu un coup de fil disant qu'il y avait une menace d'enlèvement et que moi, je devrais directement me sécuriser avec ma famille dans un safe house, une maison sécurisée. Ma famille n'a pas choisi pour cette vie. Ma femme, elle est bien consciente des risques, mais je pense que si on lâche maintenant, si on dit « I give up », j'arrête comme ministre, ce serait un tout mauvais signal. Un kidnapping évité de justesse grâce à un signalement à la police. Un voisin du ministre a remarqué une voiture suspecte dans le quartier, une Renault Mégane. Lorsque les policiers arrivent, personne à bord du véhicule immatriculé en Hollande. Mais ils découvrent tout un arsenal, des armes de guerre, des sangles, une bouteille de gaz et un bidon d'essence. Les enquêteurs reconstituent l'itinéraire du véhicule. Il est arrivé la veille avec plusieurs hommes à son bord. Tous sont liés à un puissant réseau de cocaïne. Selon les autorités, le ministre a été pris pour cible, notamment en raison de son combat pour faire extrader plusieurs gros trafiquants belges réfugiés à Dubaï. Depuis quelques années, l'Émirat est la base arrière des barons de la cocaïne européenne. La tentative d'enlèvement du ministre est un séisme politique en Belgique. Notre ministre de la Justice, qui fait actuellement l'objet de menaces, je vous invite, chers collègues, à nous lever en signe de soutien de notre part et de protestation contre toute tentative de déstabilisation de notre appareil démocratique. Au centre de l'hémicycle, le poing levé, Vincent van Quickenborne, autorisé pour la première fois à quitter sa planque. Het doet mijn familie en mijzelf veel. Het is heftig, maar we blijven strijdvaardig. Pour le ministre, la Belgique fait face à une vague de narcoterrorisme. À ce stade-ci, on est dans un état de narcoterrorisme, c'est-à-dire que ces narco-personnes utilisent des méthodes terroristes pour menacer notamment les preneurs des décisions, les politiques, les juges, les polices. C'est une méthode utilisée pour déstabiliser la démocratie. Ils menacent l'état de droit. Pour comprendre comment cette mafia de la cocaïne est devenue puissante jusqu'à menacer les États européens, il faut retourner où tout a commencé, à Amsterdam, aux Pays-Bas. Dans les rues sinueuses du quartier rouge d'Amsterdam, une foule de badauds se presse pour voir une image qui fait maintenant partie du décor, presque une carte postale, celle de la prostitution. Mais le mal qui ronge la ville ne vient pas de ces vitrines. Hey, good lampeland. It's not good lampeland. Where it come from? Hey, Colombia. 1 gram 80, 2 grams 150, 3 grams 200. Tapis dans l'ombre des escaliers des bordels, se cache le fléau qui menace les Pays-Bas. Des dealers de cocaïne. Brother, it's Colombian. It's no bullshit, brother. Le pays a légalisé la vente de cannabis.
Mais la cocaïne, elle, est interdite. Pourtant, elle est abondante, au point que même les petits dealers de rue proposent des dégustations gratuites. Ces petites mains de la coke appartiennent à une puissante mafia. Les journalistes l'ont surnommée la Mokro Mafia, en référence aux origines des membres de cette organisation, le Maroc. Take number. Okay. It's good contact. I don't fuck people, you know. Take number, take number. Ali, Morocco, Selon les autorités, cette Mokro Mafia serait responsable du tiers des importations de cocaïne en Europe. Le défi qu'elle pose à l'État néerlandais va donc bien au-delà des petits trafics du quartier rouge. La Mokro Mafia est une organisation criminelle en ascension. Au départ, elle était sur le trafic de cannabis et puis elle a investi dans le trafic de cocaïne. Un business 10 fois plus lucratif que le hashish. En coopérant avec d'autres organisations criminelles, elle a beaucoup appris. Donc il y a eu une montée en puissance et puis elle s'est enrichie, ce qui donne aussi envie souvent de viser plus large. La Mokro Mafia est aujourd'hui l'une des organisations les plus redoutées d'Europe. Elle est incarnée par un homme, Ridwan Tahi, devenu le plus gros importateur de drogue sur le vieux continent. Longtemps, les autorités n'ont eu que très peu d'informations sur lui et pour portrait, ce seul selfie. Le trafiquant a une méthode radicale pour imposer l'omerta autour des activités de son organisation, comme le montrent des messages envoyés à ses hommes de main, interceptés par la police. J'ai besoin d'un bain de sang et rien d'autre. Le Yougo est mort. Ce chien a reçu 5 ou 6 balles dans la tête. Ceux qui tentent de le dénoncer sont sitôt éliminés. Vaut mieux abattre ce boucher. Tout le monde peut savoir que c'est de ma part. Il a parlé avec la police. C'est même la devise de son organisation, Viprat Digat, littéralement, tous ceux qui parlent mourront. Et autour de Tahi, les exécutions s'enchaînent. Le silence règne. Le premier journaliste à parler publiquement de lui va le payer de sa vie. Martin Koch est un ancien criminel reconverti en blogueur. C'est lui qui révèle sur son site l'identité de Ridwan Tahi. Peu après, le blogueur échappe à 2 attentats. Le premier à la voiture piégée, l'autre avec une rafale à l'arme de guerre sur son véhicule. La 3e tentative sera la bonne. Le 8 décembre 2016, alors qu'il marche dans une rue à Amsterdam, un tueur à gages tente de lui tirer en pleine tête, à bout portant. Mais son pistolet s'enraye. Koch n'a rien vu. Il ignore qu'il vient d'échapper à un meurtre. L'homme qui l'accompagne, en revanche, est de mèche avec la Mokro Mafia et lui propose de poursuivre la soirée dans une maison close. Péché ultime. Car à sa sortie de l'établissement, alors que le blogueur s'installe à bord de son véhicule, il est abattu de 8 balles. Le blogueur Martin Koch a été tué de 8 balles. On a appris que déjà plus tôt dans la soirée, il avait échappé à un assassinat. Voici les images de sa liquidation. Son assassinat ouvre une nouvelle ère dans l'usage de la terreur des narcotrafiquants. Les blogueurs, les journalistes sont désormais des cibles. Des rédactions entières sont attaquées après la publication d'articles sur Ridwan Tahi. Ici, dans un attentat au lance-roquettes. 5 jours plus tard, une camionnette remplie d'essence fonce contre la façade du plus grand quotidien néerlandais. Le chauffeur met le feu au véhicule.
Bientôt, la violence meurtrière franchit un cap et cible la justice néerlandaise. Un avocat qui doit plaider contre l'organisation de Redouane Taghi est exécuté à son domicile, devant sa femme. Un électrochoc pour les autorités. Vito Chokroula, lui aussi, est avocat. Il a vu la guerre entre trafiquants devenir une guerre contre l'État. Je qualifie les Pays-Bas de Colombie sur Amstel. L'Amstel, c'est le fleuve qui traverse Amsterdam. Comme la Colombie à une époque, nous sommes devenus un narco-État, car des avocats, des journalistes, des gens influents sont tués. Tout ça, ils le font pour imposer leur volonté. Si tu leur dis non, ils te tueront, peu importe les moyens, du moment que leur objectif est atteint. On ne peut plus stopper cette mafia. L'État et la police l'ont laissé grandir et maintenant, le monstre est devenu trop puissant. L'avocat connaît très bien la Mokro-mafia. Il défend de nombreux trafiquants de drogue. Son prénom, Vito, l'y prédestinait peut-être. Mes parents adoraient le film Le Parrain, notamment le personnage de Vito Corleone, le chef de la mafia, à tel point qu'ils m'ont donné son prénom. Mais je ne suis pas le parrain de la mafia ou son bras droit, c'est-à-dire le consigliere. Non, je suis simplement l'avocat de la mafia. Dès que mes collègues reçoivent des dossiers liés à la Mokro, ils m'appellent et ils me disent « Tu veux pas prendre l'affaire ?» Ils font ça car ils savent très bien qu'ils risquent d'être menacés. Alors ils argumentent « C'est vraiment un cas pour toi ». Et à la fin, je finis toujours par le prendre. J'essaye de ne pas me laisser guider par la peur. Si les gens ne se battent plus pour défendre nos valeurs telles que la démocratie et le règne de la loi, alors notre pays est perdu. Il faut relever la tête, arrêter d'avoir peur, être brave. Quand un criminel n'a pas d'avocat ou que ce dernier se retire, alors le procès ne peut pas avoir lieu. Et c'est tout notre système démocratique qui s'effondre. Face à cette mafia qui menace leurs institutions, les autorités néerlandaises finissent par se mobiliser. Redouane Taghi devient le narco le plus recherché d'Europe. Interpol, Europol et les agences américaines sont à ses trousses. Sa tête est mise à prix. Le trafiquant a quitté les Pays-Bas. Il gère son réseau depuis une planque confortable à Dubaï. Après une longue surveillance, la police le localise en décembre 2019. Le journaliste Paul Vogts est l'un des meilleurs connaisseurs de la Mokro-mafia. Lui aussi a été menacé de mort et est placé sous protection policière suite à des révélations sur Taghi. Taghi a vécu plusieurs années à Dubaï. Sa famille vivait aussi là-bas, mais la plupart du temps, il était séparé de sa femme et de ses enfants. Quand il a été arrêté, il était installé dans un appartement luxueux, mais il était en cavale depuis très longtemps, et je pense qu'il sortait très peu. Il recevait quelques visiteurs, et le jour de son arrestation, il partageait une bouteille de vin et un bon repas avec une femme. Mais il sortait très peu. Il était déjà en prison dans un sens. C'était ça sa vie. Ce matin, nous avons reçu une très bonne nouvelle de la police émirati. Ils ont arrêté Redouane T. Par ses activités criminelles, Redouane T et ses complices constituent une menace pour l'état de droit. L'ennemi public numéro 1 est rapatrié à bord de ce jet privé. Les Pays-Bas veulent faire de son procès celui de leur victoire contre les narcotrafiquants. Tout le monde en parle, comme notre chauffeur. Ils ont peur qu'il s'enfuit. Là où il est jugé, il ferme les routes. Il y a des gens très armés, et même des agents spéciaux. Autour du tribunal, à Osdorp, en banlieue d'Amsterdam, le dispositif de sécurité est maximal. Selon la police,
le narcotrafiquant tenterait de tuer tous ceux qui pourraient témoigner contre lui. L'armée a été appelée en renfort. Les magistrats arrivent sous escorte dans des convois blindés. Ce carré de briques ocre est le tribunal le plus sécurisé des Pays-Bas, un bunker conçu pour traiter les affaires les plus sensibles. Pour votre information, le téléphone et tout, c'est interdit de filmer, ouais, je sais. Marieke est journaliste, Aloïs, dessinateur judiciaire. Ensemble, ils écrivent un livre sur ce procès hors norme. Le public est interdit, la presse suit les audiences derrière une vitre par balle. Ça, c'est dans la salle d'audience. Ridouane Taghi se trouve ici. Les journalistes sont installés derrière la vitre, hors de la salle. Mais moi, j'y ai accès. Là, vous voyez les juges. Dans tous les procès, on a le droit de les dessiner, mais pas ici. C'est interdit. Une mesure pour garantir l'anonymat des acteurs du procès. Certains sont gravement menacés. D'autres ont déjà été tués. Ce procès est absolument exceptionnel. Alors que les audiences se tiennent, alors que le procès est en cours, 3 personnes en lien avec l'affaire ont été tuées. On n'avait jamais vu ça avant. Les 2 premières victimes sont des proches du principal témoin, un ancien tueur à gages de Taghi qui a accepté de témoigner contre lui. Le 3e meurtre va sidérer le pays. Au milieu de l'été 2021, c'est le très célèbre journaliste Pieter de Vries qui a été abattu. Le 6 juillet 2021, le journaliste vedette Pieter de Vries sort d'un studio télé. Il enquête sur la Mocro-mafia et a rencontré à plusieurs reprises le témoin clé du procès. Il ne sait pas qu'un tueur en série le prend en filature. Sur les images de vidéosurveillance, on n'entend que les détonations. Cinq tirs à bout portant, dont un en pleine tête. Un nouveau palier dans la terreur est alors franchi. Dans les minutes qui suivent, des images du journaliste gisant dans son sang sont diffusées sur les réseaux sociaux. L'enquête va révéler que cette diffusion a été savamment pensée. Selon la justice, ce n'est pas un simple meurtre. On a voulu montrer la mort en direct pour frapper les esprits. De la propagande. 2 hommes sont arrêtés. Ils auraient été payés pour filmer la victime. Vito Choucroulin est l'avocat de l'un d'entre eux. Un gars vient de tirer sur Pieter de Vries. Et là, vous voyez mon client marcher dans la rue en direction du lieu où de Vries a été abattu. Pour ces faits, le parquet qualifie mon client de terroriste. Le procureur dit qu'ils ont filmé et diffusé ces images pour choquer les Pays-Bas, pour terroriser les gens et faire de cet assassinat un exemple, pour montrer aux Hollandais ce qui arrive quand on s'oppose à la mafia. Le procès de son client, accusé de narcoterrorisme, est en cours. Celui de Ridouane Taghi, qui a commencé il y a 3 ans, se poursuit, malgré les morts qui s'accumulent. Ces derniers mois, la Mocro-mafia a tenté de mettre KO le sommet de l'État hollandais. Selon des sources officielles, les narcos avaient prévu de kidnapper celui qui était alors Premier ministre, Mark Rutte. Il devait servir de monnaie d'échange avec Ridouane Taghi. L'élu, qui circulait en bicyclette, ne quitte plus son véhicule blindé.
C'est vrai qu'on observe une tentative d'instaurer un rapport de force avec l'État, d'intimider, ce qui ne veut pas dire que ça va forcément fonctionner. Si on regarde bien les trajectoires criminelles, l'excès de recours à la violence, c'est une mauvaise chose pour les organisations criminelles parce que ça attire l'attention de la population qui se sent en danger, le sentiment d'insécurité qui augmente, ça attire la répression des forces de l'ordre. La justice va aussi avoir tendance à frapper plus fort. Dans cette guerre de la cocaïne, les États européens vont finir par remporter une victoire. En infiltrant les communications cryptées les plus secrètes, ils vont faire tomber des centaines de trafiquants.